Da Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley. Rebonjour. Rebonjour d'Afresh. Donc ce matin, on reçoit Madame le ministre Madeleine Baird. Exactement, nous recevons Madame le ministre Madeleine Baird, qui est ministre de la promotion des investissements et des partenariats publics-privés. D'accord. Géna, tu connais. Beaucoup plus direct. Tu connais Madame le ministre? Oui, je connais Madame le ministre. C'est la première fois qu'elle arrive ici, à Urban FM. Mais je pense que tout le monde la connaît d'une certaine manière. Parce qu'avant qu'elle ne soit ministre, elle était déjà dans, tu sais, l'organisation des grands patrons. Comment on appelle encore ça? Le patronat. Non, pas le patronat. La CPG, la Confédération patronale gabonaise. Voilà. Ah, elle était d'accord. déjà là-bas et dans cet univers dominé par les hommes. Je pense qu'on la voyait très très bien à la CPG. Ensuite, elle est passée ministre. Et là encore, je ne sais plus, Mosley va me donner la bonne date depuis quand elle est ministre. Et voilà quoi. D'accord. On la voit beaucoup. Elle n'est pas ministre depuis le 4 mai. Non, elle n'est pas ministre depuis... Monsieur Messi, le 4 mai, on l'a reconduit. D'accord, Mosley. Bonjour Madame le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mosley. Oui, il faut dire que Madame Madeleine Baird est détentrice d'un DSS en droit des sociétés et fiscalité. Elle a été en 1993, elle a intégré le cabinet conseil juridique FIDAFRICA. Ensuite, elle a été au cabinet de Deloitte avant que d'être nommée ministre de la République en 2000, on va dire à partir de 2015. Elle a été nommée ministre de la République en qualité de ministre des petites et moyennes entreprises, de la promotion, du tourisme et du commerce. Voilà. D'accord, ok. Alors, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vous savez qu'on a toujours coutume de revenir sur l'actualité et c'est l'essentiel pour nous aujourd'hui parce que nous sommes tenus par un certain nombre de délais qui font qu'à un moment donné, on a envie de poser un certain nombre de questions à l'endroit de ceux qui sont chargés de prendre des décisions au niveau de la gestion de notre pays. Et vous savez que nous sommes en phase on va dire, des changements qui ont intervenu entre-temps en ce qui concerne les déclarations du gouvernement, mais également en ce qui concerne les décisions prises en Conseil des ministres, notamment le 21 juin dernier. Et concernant ces mesures, nous savons que nous sommes de plein pied dans une situation qui fait que beaucoup de Gabonais aujourd'hui parlent d'austérité, d'autres parlent de crise économique et parfois on n'a pas les bons mots. Et le point le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de revenir sur la question de l'employabilité des jeunes parce que vous savez que quand on prend des mesures, après derrière, il faudrait qu'on sache qu'est-ce qui sera fait et qu'est-ce qu'on est amené à entreprendre pour faire en sorte que les jeunes qui ne pourront peut-être plus durant les 3 prochaines années frapper à la porte de la fonction publique, puissent être rassurés par rapport au fait que le tissu économique aujourd'hui est de nature à pouvoir leur offrir de l'emploi. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que nous allons nous entretenir avec Madame le ministre. D'accord, Madame le ministre, comment va le tissu entrepreneurial gabonais? Écoutez, le tissu entrepreneurial gabonais est en phase de construction et nous avons aujourd'hui des exemples qui nous semblent suffisamment forts pour indiquer que la politique que nous menons, c'est pour encourager justement cette voie. On est en face d'une fonction publique qui est pléthorique. Notre responsabilité au niveau du gouvernement, c'est de créer vraiment ce tissu, de mettre en place les politiques. Mais cette politique ne peut pas être performante si le jeune Gabonais aussi n'est pas prompte à changer de culture. Vous voyez, la culture de l'entrepreneuriat, ce n'est pas un dictat. Il faut qu'on puisse encourager les nationaux à embrasser tous ces différents segments de l'économie qui sont porteurs d'emploi. L'emploi, c'est le salariat. L'emploi, c'est effectivement, on aura toujours besoin de talent au niveau de l'administration. L'emploi, c'est également l'auto-emploi. Il n'y a pas simplement le salariat. Et lorsque vous observez le tissu économique de notre pays sur l'ensemble du territoire, vous allez observer que dans certaines provinces, il y a de fortes chances que vous soyez plus un salarié dans certaines régions où il y a des matières qui peuvent permettre à des grandes entreprises de s'installer. Et puis il y a d'autres où, malheureusement, le tissu de l'employabilité via le salariat n'est pas favorable. Et à ce moment-là, nous avons la responsabilité d'inculquer cette
cette volonté, cette voie vers l'entrepreneuriat. Mais ça ne dépend pas simplement. Moi, je peux prendre une loi sur l'entrepreneuriat, sur l'emploi. Tant que vous n'aurez pas la détermination, la volonté et la culture, non seulement d'avoir une idée, mais en plus de la rendre prospère sur le temps, ça ne peut pas prospérer. Mais on peut aussi provoquer cela. C'est ce que nous sommes en train de faire. Justement. Depuis combien de temps, Madame le ministre? Ça fait un bon bout de temps. En 2009, lorsque les jeunes entrepreneurs ont encore beaucoup de problèmes. Et justement, parce qu'il ne faut pas penser les choses. Mettez-vous à l'esprit que nous sommes partis d'un postulat où, pendant 40 ans, tout le monde était fonctionnaire. On avait le pétrole qui était vendu, on avait le minerai. On n'était pas dans cette culture. Ne l'oublions pas. Dans la mentalité du Gabonais, il n'y avait pas cette volonté. Nous inculquons cette démarche à partir de 2009, où là, on prend des décisions fortes tendant déjà d'abord, premièrement, à la transformation des matières premières qui ont créé de nouveaux métiers. Mais là, on encourage effectivement à travers des politiques d'encouragement comme le Grand Prix de l'excellence. On apprend maintenant aux jeunes à monter des projets et à s'autonomiser à travers ça. Une fois qu'on a fait ça, c'est déjà visible, c'est déjà pas. Mais il faut maintenant leur intégrer la culture de la prospérité, la culture de pouvoir supporter les chocs. Il est une chose de mettre son idée sur le papier, il est une chose de rendre cette idée prospère. Voilà. Et là, actuellement, notre objectif, c'est non seulement de les aider à déjà développer l'idée, c'est ce qui se fait le plus en ce moment à travers le concours national du plan d'affaires, à travers tous ces outils-là. L'autre étape qu'on doit faire, c'est de les rendre prospères et de les inscrire définitivement. Et donc, non seulement ça, c'est l'entrepreneuriat, le jeune, mais vous avez également la PME qu'il nous faut renforcer. Une PME engluée dans la commande publique pendant des années, qui aujourd'hui doit améliorer sa qualité, son offre de qualité de produits, pour pouvoir séduire à la fois la commande publique de manière qualitative et la commande privée. Vous voyez, c'est tout un processus que nous sommes en train de mettre en place. Madame la ministre, aujourd'hui, dans la situation qui est la nôtre, quelles sont aujourd'hui les mesures qui devront accompagner les jeunes qui sortiront des écoles et qui voudraient avoir un premier emploi, qui d'un stage? Est-ce que votre ministère prend en compte la norme de créer, du moins des discussions avec les entreprises qui existent déjà, aussi bien les PME que les grandes entreprises, pour faire en sorte que l'accès au travail soit le plus facile que possible en territoire gabonais? Et bien sûr, déjà nous avons une première réussite, c'est le contrat d'apprentissage jeunesse, qu'on appelle le CAJ. Le CAJ, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir une souplesse dans l'emploi qui permet à un jeune en quête d'emploi de pouvoir intégrer une entreprise dans un statut simplifié, avec un minimum. Je peux vous assurer que donc les entreprises ont cette obligation et grâce à ce mécanisme, vous avez des jeunes qui vont pour la première fois avoir l'opportunité d'évoluer dans un environnement entrepreneurial parce que, ça leur donne une expérience, ça améliore ton CV parce que tu te vends mieux. Donc, c'est déjà ça. Ajouté à ça, nous avons récemment pris dans le cadre des mesures du chef de l'État, tout récemment, le contrat aidé qui permet encore une nouvelle souplesse dans l'employabilité des jeunes, à la fois pour leur permettre d'intégrer l'entreprise et ne pas faire en sorte que cette employabilité soit une charge pour l'employeur. N'oubliez pas que le patron, il a souvent le sentiment de ne pas vouloir s'enliser dans des contrats très difficiles. Et malheureusement, le Code du travail est rigide en ce qui concerne la souplesse à l'employabilité, parce qu'il faut un contrat, et après pour résilier ce contrat, il faut des règles, c'est procédurier. C'est une des raisons pour lesquelles nous allons entamer une réforme de fond du Code du travail, afin de ne pas rendre rigide le cadre de l'emploi et mettre cette flexibilité nécessaire à favoriser l'insertion du jeune dans l'entreprise. Une fois qu'il est dans l'entreprise, soit il est maintenu parce qu'il a fait preuve d'une belle performance et il est recruté, soit à ce moment-là, il bénéficie d'une expérience professionnelle, il améliore donc son CV qui lui permet d'avoir d'autres perspectives d'emploi. Est-ce que ça se réalise matériellement? Ça se matérialise matériellement, mais bien sûr, nous avons des exemples qui ont pu permettre à des jeunes d'avoir accès à des grandes entreprises comme Sobraga, comme SEG et bien d'autres. Mais vous savez, même pour un employeur, c'est un plaisir de pouvoir employer avec ce type de contrat. Parce qu'en réalité, un employeur, il emploie parce qu'il a des besoins. Vous êtes en entreprise. Quand vous prenez quelqu'un parce que vous avez une contrepartie de travail. Mais si maintenant le gouvernement vous dit que vous prenez un jeune en formation, vous avez la souplesse de le prendre, vous n'êtes pas enfermé dans la rigidité du contrat de travail qu'il faut résilier avec une certaine forme, etc. Vous vous dites, bon, je vais le prendre, il va se former, il va rester 1 mois dans votre environnement, ou 2 ou 3 mois, à la fin du jour. Mais
rien que d'être à vos côtés, de vous rencontrer, de pouvoir avoir des cas de travail, vous lui donnez l'envie soit de refaire comme vous, soit de pouvoir se vendre ailleurs. Mais il se trouve qu'on a souvent un problème particulier dans notre pays, c'est celui des profils. Les profils qui sortent soit des universités ou de certains établissements ne correspondent pas forcément au marché du travail. À ce gros lot-là, que pourrait aujourd'hui mettre en place l'État pour faire en sorte qu'ils puissent trouver la possibilité de s'insérer dans le monde du travail? Ça, c'est un vrai problème. Vous avez tout à fait raison. Nous avons un décalage entre le contenu pédagogique de nos sites de formation et les besoins du marché. Ça, c'est une réalité. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut faire aujourd'hui, d'abord, donc vous voyez bien que ce segment-là, qui constitue une part du taux de chômage, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas diplômés, c'est parce qu'ils sont mal diplômés. Ils sont mal diplômés parce qu'ils sont allés se faire des formations qui n'ont aucun écho dans le système de l'emploi. Ça, c'est un gros problème. C'est justement grâce à ça que nous avons mis en place le CAGE, qui permet à un jeune jusqu'à 25 ans, et le contrat aidé, pour permettre leur réinsertion. Quel est le contenu de ces mécanismes? Les mécanismes, c'est simple, c'est une souplesse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre un jeune, vous avez une grille des salaires. En principe, quand vous recrutez un bac+5 dans une entreprise, vous avez une grille des salaires. Le fait de le recruter en CAGE, vous avez une grille des salaires en dessous, c'est-à-dire que vous pouvez payer 150. Est-ce que c'est effectif? C'est effectif. Ah, ça, je vous assure, c'est effectif. En tout cas, le contrat d'apprentissage jeunesse est une mesure qui a été mise en place, je n'étais même pas encore au gouvernement, j'étais encore au patronat, c'est effectif. A été admis et accepté dans toutes les entreprises. Et l'avantage que vous avez, c'est que quand vous avez ça, le jeune, il va s'inscrire à l'Office national de l'emploi et une fois qu'il a le jeune, il bénéficie d'un CAGE. Alors là, c'est effectif. Et là, le CAGE, c'est une souplesse dans l'emploi. Vous ne le recrutez plus au niveau de la grille normale. Le contrat aidé, nous allons aller effectivement dans ce sens, à la seule différence que dans le contrat aidé, l'employeur ne paye pas les cotisations salariales aux différentes caisses de sécurité sociale. Ne maintenu que la part patronale. Oui, c'est maintenu. Madame, vous êtes ministre des Investissements et des Partenariats publics-privés, ce qui fait en sorte que cette partie-là même, vous êtes au centre, on va dire au cœur de la, pas de la réalisation, mais de la réussite de cette période d'austérité dans laquelle on va réussir, dans laquelle on va rentrer. En quoi? Parce que les personnes qui cherchent de l'emploi la plupart du temps, ou qui cherchent du travail, qui cherchent de l'argent, qui cherchent tout simplement à vivre, se retournent vers les entreprises. Entreprises qui sont représentées par les investisseurs que l'on a présentés depuis plusieurs années comme étant la clé, avec la mise en place aussi des partenariats publics-privés. Sauf que je regardais encore l'interview d'un opposant aujourd'hui sur Africa 24 qui disait qu'aujourd'hui, si l'État gabonais met en place des mesures d'austérité, c'est parce qu'ils n'ont pas été capables de faire venir des investisseurs. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce qu'aujourd'hui, l'investissement au Gabon, qu'est-ce que ça représente? Et qu'est-ce que ça va représenter dans, bien sûr, les prochains investissements qu'on va voir, s'il y en a, et aussi parler des partenariats publics-privés? C'est tout l'enjeu de la feuille de route qui est la mienne aujourd'hui. Faire venir les investisseurs, c'est leur créer un cadre pour sécuriser leurs investissements. Vous savez que le partenariat public-privé est un outil de financement en accord avec l'État gabonais. C'est un partage du risque. Vous avez un ouvrage à construire, notamment dans le domaine du transport ou de la logistique. Je te donnerai un exemple du port ou du train. Vous vous mettez avec un partenaire privé qui va financer et vous allez co-partager le risque de la gestion jusqu'à. Donc, ce qu'il nous faut mettre en place aujourd'hui, c'est l'environnement des affaires. Vous voyez, lorsque vous êtes attractif sur le plan des investissements directs étrangers, vous avez un certain nombre de critères. C'est justement ma feuille de route. C'est ce à quoi je suis astreinte aujourd'hui avec les équipes. C'est justement de mettre en place les réformes qui peuvent permettre de sécuriser cet environnement. Cet environnement est sécurisé par quoi? Parce que, par exemple, par un système judiciaire. Par exemple, par une facilitation administrative. Nous avons aujourd'hui le guichet unique qui facilite. Nous avons le guichet unique. Nous avons initié 14 réformes. Nous avons l'inconvénient, nous, au Gabon, d'aimer le millefeuille. Justement, une des raisons pour lesquelles on est arrivé à ce boulot d'étranglement au niveau des emplois dans le secteur public, c'est la superposition des compétences qui nuit à l'efficacité. Donc aujourd'hui, dans cet environnement, c'est améliorer cette facilitation, faire ce choc de simplification des procédures, mettre en place un système financier soutenable qui fasse confiance, mettre en place le système du judiciaire, mettre tout ce qu'il faut, améliorer la logistique
des exportations et des importations. Nous avons bientôt lancé le guichet multimodal. Au niveau du port, on va mettre en place le Sidiona World, qui est un système d'information. C'est tout ça qui participe de l'amélioration du climat des affaires. Mais lorsqu'il arrive, cet investisseur, il va vous dire que moi, je vais mettre mes milliards. Mais quel est le gage pour moi pour faire? Maintenant, pour sécuriser le partenariat public-privé, quand un investisseur va mettre autant de milliards, il ne vient pas pour un contrat de 2 ans, il vient pour un contrat sur la durée. Il faut le sécuriser. Cette sécurisation, c'est notamment faite par justement l'adoption des décrets qui matérialisent les organes de pilotage du partenariat public-privé. Et prochainement, nous allons opérationnaliser l'unité d'appui PPP, qui est l'organe au niveau de l'État qui va effectivement sécuriser cet investisseur. Donc vous voyez que tout cet écosystème doit d'abord arriver avant que nous puissions justement augmenter la capacité de nos investisseurs. Aujourd'hui, nous avons une zone économique, contrairement à ce qu'on peut penser, l'une des plus performantes de l'Afrique subsaharienne. Il faut quand même reconnaître qu'on a tendance à voir ce qui ne marche pas, mais on a tendance à oublier ce qui marche. Nous sommes le premier écosystème en Afrique subsaharienne à réussir une zone. Et je vous assure qu'aujourd'hui, tout ce que notre zone économique nous donne, c'est vraiment déjà à la base d'un tissu industriel performant. Aujourd'hui, grâce à la politique de transformation locale, nous avons aujourd'hui 3 leviers qui nous ont permis d'absorber le choc pétrolier, la transformation du ferro-manganèse, la transformation du bois et la transformation de l'agriculture. Donc ça veut dire qu'il faut être patient. Quand vous plantez un fruit, quand vous plantez un arbre, c'est bien plus tard que il est difficile de lancer une grande vague d'investissement pour que l'investisseur se sente bien dans notre pays. Je vous assure qu'il faut d'abord un climat des affaires, c'est-à-dire un climat des affaires qui corresponde à quelque chose de concret, c'est-à-dire un système, une régulation, un système qui vous sécurise vos investissements. Une fois qu'il a ça, il est sécurisé. Vous avez parlé de la sécurisation. Les investisseurs reprochent au Gabon le dessous de table, c'est-à-dire pour faire un schéma administratif bien précis, sur chaque table on laisse quelque chose. Mais justement, vous avez bien dit. Quand je vous parle du choc de simplification, je vous parle du guichet unique, aujourd'hui nous avons un guichet unique qui ne se limite pas simplement à la création de l'entreprise. Nous avons un guichet unique qui recense plus d'une vingtaine d'administrations. C'est justement pour éviter la manipulation manuelle. Si nous avons mis en place le mécanisme de guichet multimodal au port, c'est justement pour informatiser les choses. Moins on aura la manipulation humaine, mieux on évitera ce type de dérapage. Vous avez parlé de la sécurisation de l'apport de l'investisseur. Et il y a plusieurs personnes qui pensent à la sécurisation aussi de l'emploi des Gabonais. On a beaucoup parlé de la gabonisation des postes. Est-ce que vous pensez que dans cette recherche des investisseurs, la gabonisation des postes peut être une piste à exploiter? C'est une obligation qui est indispensable. Vous ne pouvez pas avoir un investisseur qui vient ici, qui vient ouvrir une usine avec ses ressortissants. Il est obligé, justement, de faire face à la formation des Gabonais. Est-ce que c'est réglementé? Mais c'est réglementé, parce que c'est une évidence. L'autorisation d'emploi... Le temps qu'il faut former les Gabonais, lui veut faire la rentabilité de son entreprise. Oui. Ça va prendre du temps. Mais c'est à nous aussi, dans nos contenus pédagogiques, dans la réforme de la formation professionnelle. Nous avons un plan de relance de l'économie qui nous identifie clairement vers quel secteur nous devons aller. Il nous appartient à nous, aujourd'hui, de mettre en face de ces investisseurs... Mais Madame le ministre, depuis 2009, on s'inscrit dans la logique de la réforme du système d'éducation professionnelle, mais on a l'impression que ça n'avance pas. Rien n'avance. Il y a des nouveaux métiers, par exemple. On est sur le programme Graines. Jamais on a vu que dans les nouvelles formations dans les établissements professionnels. Il y a des propositions en termes d'agro-industrie. Il y a gestion d'une exploitation agricole. Le lycée agricole, il est en train de sombrer dans les herbes. Non, il est en train d'être fait. Il est en train de sortir de l'herbe. Il avait sombré. Oui, là, on est en train d'enlever. Je pense que vous savez que dans certains segments, comme le segment de l'agriculture, on a plus d'emplois dans la masse que dans la qualité. Voilà. Mais c'est tout à fait possible, mais en réalité, nos besoins en ressources humaines et en capital humain, c'est beaucoup plus dans les métiers de logisticiens, de conducteurs d'engins. Nous avons l'inconvénient d'être très littéraires et d'aimer le diplôme au Gabon. Oui. Donc aujourd'hui, on a plus de chômeurs extrêmement diplômés, alors que nous avons besoin de métiers beaucoup plus dans les métiers. Mais donc vous devez organiser un programme de reconversion.
d'adaptation pour ces jeunes-là. Mais justement, vous avez bien entendu tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a favorisé justement ces contrats aidés, ces contrats CAGE. Moi, quand j'étais au patronat, je discutais longtemps avec le gouvernement parce que justement, j'étais en face de ceux qui discutaient sur ce fameux cas. Il était question de quoi? On avait deux cibles. Il y avait le jeune qui était qui était diplômé mais pas en conformité, et puis tous ceux qui avaient, il y avait les déscolarisés, et puis vous aviez tout ce segment qui est le plus énorme, de diplômés en sociologie ou en autre, qui était trop important par rapport aux besoins du marché. Nous avions identifié qu'il fallait qu'on aide ces jeunes à se reconvertir. Mais reconvertir, ce n'est pas simplement le travail à l'école. Reconvertir, c'est se mettre dans l'univers de travail. Donc c'est cette souplesse qu'on a essayé de rechercher pour essayer de permettre cette reconversion, parce qu'en réalité, moi je suis un entrepreneur, mon rôle c'est ma profitabilité. Moi, mon objectif à moi c'est ma profitabilité, mon objectif à moi c'est pas de former, moi je suis pas l'État. Donc l'État a l'obligation de me mettre à la disposition du capital humain disponible et performant. Moi, je veux bien aider dans le cadre du partenariat qu'on a, mais à condition qu'on me donne la souplesse pour pouvoir les avoir dans mon entreprise. Mais madame, il y a beaucoup qui ont bénéficié, beaucoup d'entreprises qui ont bénéficié de la souplesse, mais à ce jour, on nous parle toujours d'un chiffre du chômage qui est de l'ordre d'à peu près de 40%. On a l'impression que réellement, ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Vous étiez du côté des entrepreneurs, aujourd'hui vous êtes du côté de l'État. Vous devez faire accélérer les choses. Tout à fait, c'est ce que je m'emploie à vous dire en disant que ce n'est pas forcément l'entreprise qui va pourvoir l'emploi, c'est l'auto-emploi aussi. Quand vous observez tous les segments économiques de notre pays qui ne sont pas pourvus par les nationaux, les charpentiers, les électriciens, les plombiers, les peintres, les carreleurs, il faut avoir ce sentiment. L'auto-emploi, madame le ministre, les banques n'accompagnent pas les jeunes. Les institutions de financement, c'est long pour les rencontrer. Là, les procédures sont énormes. Là, vous avez raison, mais c'est justement pour la raison pour laquelle nous avons déjà le projet du Fonds Okoumé Capital qui est déjà disponible, qui va accompagner, renforcer le financement d'un certain nombre de structures déjà un peu... Un jeune est convaincu qu'il peut vendre le piment, on va lui demander un business plan. Il comprend ça comment? Mais non, là, vous faites la caricature. Non, mais madame, c'est la réalité. Le piment, ça marche. On demande toujours... Ça marche. Et je vais vous dire une chose, nous sommes justement dans cette phase d'accompagnement de ces jeunes-là. Moi, je vous avoue que je suis au contact des populations et je me rends compte que dans certaines régions, nous n'avons pas d'autre choix que de les encourager à l'auto-emploi. Il y a beaucoup de métiers qui sont faits par nos Gabonais, mais ils ont simplement besoin d'être structurés dans cette forme de prospérité, que ce soit dans le domaine du poisson, que ce soit dans le domaine du sable, de tous les secteurs que vous avez, vous allez observer que nous avons des segments sur lesquels nous avons besoin d'accompagnement. Et vous avez raison, ce n'est pas forcément cet accompagnement de lourdeur administrative, etc. J'en suis personnellement consciente. Justement, notre objectif, c'est de simplifier les choses. Et quand vous allez voir ça, une fois qu'on a fait ça, parce que qu'est-ce qu'on a fait? Vous allez donner à un jeune, il va venir vous voir, il va venir voir, je veux 50 millions pour structurer mon entreprise, ou 10 ou 20. Une fois qu'on lui a donné ça, il faut qu'on l'accompagne pour utiliser cet argent à bon escient, pour que l'argent qu'il a eu comme point de départ puisse lui permettre d'avoir la capacité d'être prospère pour pouvoir rembourser à la banque. Nous avons un segment qui nous manque encore actuellement. Nous devons aller plus loin dans cette formation. C'est la raison pour laquelle vous allez observer que nous restons encore extrêmement théoriques parce que nous sommes dans cette phase de consolidation, de construction de cette jeunesse qui doit apprendre. D'ailleurs, vous avez bien vu que la politique des PME, nous avons maintenant des clubs entrepreneuriaux dans tous les établissements. C'est pour intégrer cette culture-là. Le jeune, quand il sort de l'université ou du bac, il doit se dire, bon, après tout, je vais être comme Dafray, je vais avoir mon unité de trucs, je ne vais pas forcément être salarié de Radio Gabon ou de salarié de Gabon Télévision, mais je vais être moi. Et vous êtes un exemple. C'est ça que nous essayons de faire. C'est la culture. Et cette culture s'adresse non seulement aux enfants, mais également à nous, les parents. Parce que nous, les parents, quand l'enfant a son baccalauréat, tout de suite, cet enfant, s'il vient vous dire qu'il veut être charpentier ou bien boulanger ou bien pâtissier, tout de suite, on va te dire « Ah, mais c'est pas possible, comment tu peux faire ça ?» En attendant, quand vous observez sur le segment, il y a des familles entières qui vivent de gâteaux vendus ou bien de coupés. Il ne faut pas que le fonds Okoumé reste au bord de mer. Il faut que le fonds Okoumé va vers les jeunes, leur expliquer qu'on existe. Parce que si vous prenez 10 jeunes dans la route aujourd'hui, il y a peut-être 2 qui connaissent le fonds Okoumé et ils habitent entre
Montagne Sainte et le bord de mer. Il faut vraiment vulgariser, je suis d'accord avec vous, c'est un effort collectif. Je vous disais tout à l'heure que ce segment de l'entrepreneuriat reste à consolider parce que nous savons malheureusement encore les stigmates du passé. Et je peux vous assurer que petit à petit, vous allez avoir des jeunes aujourd'hui où les parents n'auront pas parce que quand moi je me souviens quand je suis rentrée des études, mes parents voulaient que je sois fonctionnaire. Parce que c'était l'habitude. Il fallait que tu sois fonctionnaire, il fallait que tu entres aux impôts, il fallait que tu entres à la douane ou au trésor. C'était les 3 administrations où on te demandait d'aller. Moi, j'avais fait droit fiscal, j'ai dit non. Ça a été difficile, mais il faut vous mettre à l'esprit que tous les parents aujourd'hui, c'est la fonction publique qui permettait l'emploi des Est-ce que ce n'est pas à cause de la sécurité de l'emploi également? Et que les gens des fonctionnaires aujourd'hui, il n'y a plus vraiment la sécurité de l'emploi, la fonction publique. Ce qui est sûr, c'est que dès qu'on a embauché la fonction publique, on a forcément... Quand tu as un gars qui est au privé, qui roule dans une voiture d'occasion, et puis tu as un gars à la fonction publique qui roule dans une grosse voiture de l'État et tu es à l'université, tu veux aller à la fonction publique. Madame le ministre, moi je voulais vous poser une question. Vous êtes femme d'affaires. Vous êtes aussi ministre, vous êtes au contact depuis plusieurs années de ces jeunes entrepreneurs, de ces jeunes qui se battent pour changer la donne. Donc en fait, vous avez les pieds des deux côtés et vous maîtrisez parfaitement ce sujet. Dans la situation dans laquelle nous sommes déjà, pas où nous sommes en train d'aller, nous sommes des gens, parlent de mesures d'austérité. Quels sont les conseils en tant que femme d'affaires que vous donneriez à ces jeunes qui nous écoutent, qui n'ont pas de boulot, ou qui sont à l'école et on leur dit que dans 3 ans, ne cognez pas à la porte de la fonction publique, ou qui ont des business et qui se disent que ça va être hyper compliqué de faire du chiffre. Sortir. Je leur demande de rester dans la détermination, de ne pas être dans la fatalité. Vous savez, lorsque la période est difficile, il ne faut pas baisser les bras. Il faut avoir le courage de dire, finalement, cette période difficile va me permettre de me revisiter et de me consolider. Il faut qu'ils sachent que la prospérité, ce n'est pas forcément le confort d'un salaire à la fin du mois, ce n'est pas forcément le confort, comme vous l'avez dit, d'être à la fonction publique où là, finalement, il n'y a aucune mesure de licenciement. Dans le secteur privé, vous méritez votre place parce que vous faites une erreur, on a la possibilité, la souplesse de vous licencier. C'est facile. Vous avez un motif économique, c'est-à-dire l'entreprise doit être soignée, on licencie pour motif économique. Vous avez une difficulté, on prévoit une baisse des salaires. Pendant la période où ça va mal, ensuite on revient à flot. Je leur dirais qu'il faut être courageux. Je leur dirais d'observer, d'être innovant, de ne pas se laisser et de ne pas avoir ce côté négatif qu'on a d'un métier. Je parlerai particulièrement d'un métier qui me paraît suffisamment important. Quand vous observez les écailleurs de poissons, mais on oublie que les écailleurs de poissons, ils ont entre leurs mains un segment très important qui est lié à la transformation du poisson, puisque ces écailleurs de poissons écaillent le poisson, transforment le poisson en poisson fumé, en poisson salé, en filet de poisson. Mais c'est une véritable mafia au point en bas, Madame la ministre. Vous y êtes allée. Sur 20 écailleurs de poissons, il y en a au moins 18 qui ne sont pas gabonais. Mais justement, moi je vois par exemple dans l'environnement où je fais un peu ce genre d'action, je me rends compte que ce sont des nationaux, ce sont des vrais Gabonais, des Gabonais qui sont... qui, quand je discute avec eux, ils gagnent 30 000 francs selon les grandes saisons. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils ont un besoin d'accompagnement, mais en français facile. N'allons pas faire la grande théorie du business plan. Allons lui expliquer que en étant avec ces 30 000 francs, il doit mettre de côté 100 francs pour sa sécurité sociale, 100 francs pour les impôts, 100 francs pour l'entretien de son matériel, 100 francs pour le renouvellement de son matériel, 100 francs pour sa maladie, etc. Et je peux vous assurer qu'ils vont comprendre, que ce soit même les pêcheurs, lorsqu'ils pêchent et qu'ils a son bateau, il faut qu'on leur inculque ces petits modules en français facile. Voilà, moi je leur dirais aux jeunes d'aujourd'hui, la prospérité c'est le secteur privé. Et aujourd'hui, notre ambition aujourd'hui au niveau du gouvernement, c'est de créer justement ce climat de confiance. Vous allez me dire que les PME aujourd'hui souffrent avec la dette, très bien. Mais partons du principe que qu'est-ce qui a généré cette dette? Parce que s'il y a une dette, c'est qu'il y a bien un tissu des PME, non? Sinon, il n'y aurait pas de dette. Alors, comme la dette est nocive, un peu elle est nocive, parce qu'en définitive, elle était liée à une commande publique. Et si on part du principe qu'on doit améliorer finalement cette commande en amont, et la qualité de la force des entreprises, les mettre, vous allez voir que tout de suite, les choses vont s'assainir.
on ne fait que finalement récolter le passé, la facilité d'avoir un marché sans le respect des règles de marché public, la facilité d'avoir... Et puis finalement, ça a créé tout ce magma aujourd'hui qui nous englue totalement. Mais nous avons pris l'option de dire, OK, on va apurer cette dette-là, on va redonner confiance au secteur privé, on va revaloriser la signature de l'État gabonais, mais à une condition, que le secteur joue sa partition, parce qu'il faut que le cycle soit vertueux. Et là, nous sommes dessus. C'est justement l'objet des discussions que nous avons de manière permanente dans le dialogue public-privé que nous initions avec les acteurs du secteur privé et du segment PME pour leur demander de faire un effort, de renforcer leurs capacités. Nous, l'État gabonais, bien évidemment, on renforce les règles de code des marchés publics, on renforce la bourse de sous-traitance, on renforce justement le transfert de savoir-faire entre les grandes et les petites, et puis on va revenir sur un cycle vertueux du cycle économique. Madame la ministre, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le DAF Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm